Bonjour, Pierre Cognolato, agent commercial du réseau Effectimo. Alors pour ce deuxième épisode, j'ai décidé de me coller un petit peu à l'actu. J'ai décidé de parler du diagnostic de performance énergétique. En effet, ces derniers jours, je ne sais pas si vous avez vu comme moi, en tout cas moi je suis cette actu-là, on a entendu parler d'un scandale de 21 milliards d'euros qui concernerait plus d'un million de diagnostic de performance énergétique qui aurait été surévalué. Enfin, bref, ça fait un petit peu le buzz. Et je voudrais revenir vraiment sur le fondement de cet article. Donc en fait, tout part d'une étude réalisée par une start-up qui, a priori quand même, aurait juste oublié dans son étude, dans son évaluation, de prendre en considération le nouveau mode d'attribution des lettres du DPE. Et nous allons voir dans cet exposé que je vais vous faire sur les DPE l'importance que cela revêt. Alors du coup, bien évidemment, la Chambre des diagnostiqueurs a réagi en cette fin de semaine. Elle remet totalement en cause le bien fondé, tout simplement, des résultats et de cette étude. Bon, quoi qu'il en soit, la start-up a fait parler d'elle. C'est un beau buzz. Et le DPE se retrouve une nouvelle fois sur la sellette, alors qu'il en a vraiment pas besoin. Enfin bref. Je vais revenir sur le sujet premier de cette vidéo, qui est vraiment de vous expliquer l'importance du diagnostic de performance énergétique dans le cadre de la vente d'un bien immobilier. Le DPE, c'est quoi? Depuis le 1er juillet 2021, c'est un document qui présente un descriptif du logement, les étiquettes énergie et climat, l'estimation du montant moyen des factures énergétiques, la répartition des déperditions thermiques d'un logement, des conseils de bon usage de l'habitation et des recommandations de travaux de rénovation ainsi qu'une estimation de leur coût. Tous ces éléments permettent aux futurs acquéreurs d'avoir une vision très claire d'un logement au regard des normes actuelles. Comment est calculé un DPE? La méthode de calcul dite 3CL s'appuie sur la performance énergétique conventionnelle des caractéristiques physiques d'un logement pour estimer une consommation énergétique au mètre carré. C'est un peu compliqué, mais vous allez voir, pas tant que ça. Alors, quelles sont les caractéristiques physiques du logement prises en compte dans ce calcul? Pour commencer, c'est le bâti. Les murs, de quoi sont-ils faits? De parpaing, ce sont des murs en ossature bois, ce sont des blocs de béton, ce sont des moellons. Ensuite, on va prendre en considération, en tout cas le diagnostiquaire, va prendre en compte la qualité de l'isolation. Alors l'isolation, pas uniquement des murs, hein, du sol au plafond. Ensuite, il va bien évidemment prendre en compte le type de fenêtre dont est équipé le logement. Alors quelles sont les consommations prises en compte dans ce calcul? Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires. Là, on entend par auxiliaire, par exemple, les systèmes de ventilation, dites VMC. Donc, toutes les consommations liées aux usages, l'électroménager, le multimédia, les appareils électroniques, l'aspirateur, le fer à repasser, tous ces éléments-là ne sont pas comptabilisés dans l'enveloppe énergétique qui va, elle, définir en fait la consommation du bâtiment, du logement. À partir de ces éléments, le logiciel va évaluer la quantité théorique d'énergie nécessaire pour couvrir la consommation selon une modélisation. Un modèle très précis puisque par exemple pour le chauffage, le modèle détermine une température de 19 degrés. Pas de 20 ou 21, hein, 19 degrés. Et bien évidemment, cela va permettre aussi d'évaluer les émissions de gaz à effet de serre, donc la pollution générée par les moyens, ou en tout cas les combustibles utilisés pour se chauffer. On voit sur cette animation que le bois est le combustible produisant le moins de gaz à effet de serre, alors que le fioul et le gaz sont les énergies les plus polluantes. Si votre logement est une passoire énergétique, classe E, classe F, classe G, il faudra alors faire réaliser un audit énergétique, un document beaucoup plus précis, beaucoup plus complet et beaucoup plus volumineux, mais aussi beaucoup plus coûteux malheureusement. Alors, vous êtes nombreux à penser que le DPE n'est pas un document fiable. Il y a 10 jours, j'étais dans une réunion sur le plan climat local et j'entendais derrière moi une personne se plaindre notamment de cette soi-disant du manque de fiabilité d'un DPE. Qu'est-ce qu'il se passe? Quelles sont les limites d'un DPE?
On va commencer par une chose très simple. Il est évident que si le diagnostiqueur ne fait pas correctement son travail et ne remplit pas correctement les éléments qui vont déterminer les caractéristiques physiques de votre bâti, bien évidemment, le résultat va s'en ressentir. Donc la première des choses, en effet, c'est ce qui fait la différence entre un DPE et un autre DPE. C'est ce qu'on a vu notamment dans l'étude qui avait été réalisée par 60 millions de consommateurs, qui avaient testé pour un même logement différents diagnostiqueurs et qui s'étaient retrouvés avec des DPE complètement différents. Donc en fait, tout ça tient bien évidemment compte des éléments qui vont être saisis dans le logiciel. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas, surtout pas, négliger la personne à qui vous allez confier la réalisation de ce diagnostic. Autre limite du DPE, le comportement des habitants n'est pas pris en compte dans l'évaluation. Je vous expliquais tout à l'heure que, par exemple, pour les dépenses énergétiques de chauffage, le modèle se basait sur une température de 19 degrés. En fait, il faut savoir que 1 degré de plus de chauffage, c'est de 6 à 11% de consommation énergétique supplémentaire. Et la troisième limite, bien évidemment, c'est que toutes les dépenses énergétiques ne sont pas prises en compte. Mauvais DPE, quelles conséquences dans une démarche de vente? On pourrait résumer les conséquences d'un mauvais DPE en 3 mots. Décoter, négocier, bouder. Le site Se Loger propose un outil qui analyse par secteur résidentiel, par commune, l'indice de la note du DPE sur 3 axes. Premier axe, l'impact sur le prix de la mise en vente d'un bien immobilier. Selon cet outil, une passoire énergétique dans le Vaucluse est vendue à un prix inférieur de 13% par rapport à un logement en classe D. Et dans le même temps, une maison qui serait parfaitement isolée, qui serait totalement aux dernières normes, en lettres A ou B, elle verrait son prix de vente rehaussé de 16% par rapport à ce même logement de classe D. Car au total, l'écart entre un logement de classe A et un logement de classe G peut atteindre 30%, et ce, dès la mise en vente. Alors maintenant, l'impact sur la vente à proprement parler. Alors, selon une étude toujours sur Se Loger, selon une étude d'OpinionWay, qui a été réalisée en 2023, 90% des candidats à l'achat affirment ne vouloir visiter que des biens avec de bons DPE. Donc le résultat, on a un délai de vente qui va augmenter, on a des stocks de biens aujourd'hui qui commencent à se constituer dans les catégories des passoires énergétiques, donc on va avoir plus de concurrence à laquelle faire face. Et aussi un élément très important, les négociations du prix sont beaucoup plus importantes en cas de mauvais DPE. Dans ma précédente vidéo, je vous expliquais l'importance du concept d'effectimo. Jamais plus de 10 mandats simultanément. Et de cette petite phrase dont on signe tous nos supports. Vous méritez tout notre temps. Ce qu'il faut faire quand on a un mauvais DPE, c'est prendre le temps de définir une stratégie de commercialisation, pas uniquement un prix de vente. Et le DPE, en ce sens, il est central à cette stratégie. Il est d'autant plus central que lui-même va conditionner le prix de vente, le prix d'annonce. Il va conditionner la clientèle que l'on va pouvoir viser. Donc, encore une fois, c'est une question de stratégie. Mais il peut y avoir aussi une réflexion avant-vente. Pourquoi ne pas réaliser quelques travaux afin de rendre votre bien, votre logement, bien plus bankable, comme on dit aujourd'hui, bien plus attirant? Si quelques milliers d'euros vous permettent d'éviter de devoir réaliser un audit énergétique et d'avoir un petit peu comme un bonnet d'âne sur la tête en disant « Ouh, c'est une passoire thermique », autant vous dire que il va falloir bien y réfléchir. C'est dans cette optique, en fait, que je me suis formé et que je me suis fait référencer auprès de l'ANA comme mandataire administratif. Aujourd'hui, je suis en mesure de vous aider, de vous accompagner dans toute cette démarche de réflexion, mais aussi de réalisation de travaux énergétiques de l'habitat. Je vais être en mesure de vous présenter les différents processus d'aide, qu'elle soit nationale, régionale, départementale, voire communale. Je vais être en capacité de vous orienter vers les bons artisans, les fameux artisans responsables, RGE, responsables garants de l'environnement. Non, plus sérieusement, j'ai identifié des acteurs dans mon secteur, en tout cas, qui savent bien faire les choses. DPE et la loi.
Le DPE est désormais un document opposable au vendeur. Cela signifie très clairement que le DPE, aujourd'hui, est un élément incontournable de la contractualisation de cette vente. Si le DPE est erroné, faux ou falsifié, la vente peut être remise en cause, mais surtout les conséquences derrière, les poursuites sont très importantes et les peines peuvent aller jusqu'à, pour un professionnel, 300 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Il faut savoir aussi que faire paraître une annonce sans DPE est illégal au regard de la loi. Un particulier risque 1 500 € d'amende, un professionnel 15 000 € d'amende. Bref, c'est un sujet qu'il ne faut absolument pas négliger. Donc le DPE, d'un point de vue légal aujourd'hui, c'est un incontournable. Alors cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous aurez appris quelque chose en la regardant. En tout cas, je vais vous laisser en commentaire quelques ressources, quelques liens que vous avez pu voir dans cette vidéo, que j'ai pu citer. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, voire à me poser des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, si vous avez des projets immobiliers dans le secteur de l'Ille-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse, même en PACA, n'hésitez pas, contactez-moi, je me ferai un plaisir de vous répondre et de prendre contact avec vous. C'était Pierre Cognolato, agent commercial du réseau Effectimo à L'Ille-sur-la-Sorgue. À très bientôt.